Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo un petit peu sur le top 10 des meilleures façons d'apprendre. Donc vous savez que depuis que j'ai créé Potion de Vie, je partage chaque semaine tout un tas de stratégies pour apprendre mieux, que vous soyez à l'école ou que vous ayez des choses à apprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire un petit récap un petit peu des 10 stratégies pour apprendre. Vous vous rendrez vite compte que pour avoir une stratégie d'apprentissage efficace, vous allez devoir en combiner plusieurs d'entre elles. Pour chacune des stratégies, je vais vous expliquer un petit peu les avantages, les inconvénients et dans quel cas les utiliser. Vous êtes prêts? C'est parti! En numéro 10, l'apprentissage par cœur. Vous savez ce que c'est, l'apprentissage par cœur, ça consiste à répéter encore et toujours les mêmes informations jusqu'à ce que ça rentre dans la tête. C'est la stratégie d'apprentissage la moins efficace, mais c'est malgré tout la plus populaire. Pourquoi c'est la plus populaire? Parce qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi pour se servir de l'apprentissage par cœur. C'est assez naturel finalement de vouloir répéter les mêmes choses pour que ça reste en fait. À l'école, souvent, on vous indique qu'il faut apprendre telle ou telle chose, mais on ne vous dit pas exactement comment faire. Donc votre seule stratégie, c'est de le répéter jusqu'à ce que ça rentre. Alors c'est une stratégie qui est efficace pour certains étudiants, pour certains élèves, qui pour eux ça rentre naturellement. Donc là, les avantages, c'est la rapidité de mise en place. C'est effectivement, vous n'avez pas besoin de mode d'emploi, donc n'importe qui peut le faire. Vous n'avez pas à apprendre des nouvelles techniques. Malgré tout, je ne la recommande pas du tout. C'est pour ça qu'elle est classée en numéro 10. C'est parce qu'elle n'est pas efficace sur le long terme. C'est-à-dire que dès que vous finissez de répéter, en fait, au bout de quelques jours, vous avez déjà tout oublié. Si vous avez l'impression que vous avez tout oublié de vos cours au fil des mois, au fil des années, c'est sans doute parce que vous avez surutilisé la technique d'apprentissage par cœur. Donc c'est pas très efficace sur le long terme. Et deuxième gros défaut, c'est un côté très abrutissant. Il n'y a rien de pire qu'apprendre par cœur que des choses pour lesquelles vous n'éprouvez aucun intérêt. Donc ça, c'est vraiment, ça peut vous tuer toute à volonté d'apprentissage en fait. Ça peut tuer votre envie d'apprendre. C'est ce qu'il y a de pire qui puisse vous arriver. En numéro 9, vous avez les traditionnelles fiches de révision. Vous savez, c'est quand vous prenez des petites cartes, des petites fiches et que vous faites une sorte de résumé du cours et que vous notez les mots importants, que vous le réécrivez à votre façon. En fait, c'est un peu tout à la fois, mais en fait, vous faites des fiches résumées et c'est sur ces fiches résumées que vous allez concentrer votre apprentissage. On a vu plusieurs techniques pour faire des fiches efficaces. J'ai notamment créé plusieurs vidéos sur le sujet, mais l'idée des fiches de révision, c'est d'avoir une version beaucoup plus synthétique de votre cours. Du coup, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à vous retaper tout le cours, vous n'avez pas à vous retaper toutes les informations. Elles sont déjà condensées dans vos fiches et ça les rend beaucoup plus digestes et beaucoup moins effrayantes. Donc voilà, ça c'est le gros avantage, c'est que beaucoup d'étudiants se tournent, notamment dans les études supérieures, se tournent vers cette technique, à juste titre parce qu'elle est quand même très efficace. Et le fait de créer les fiches, ça vous force déjà à synthétiser les informations pour n'en garder que les plus importantes. Alors les inconvénients, c'est que si vous n'avez pas appris assez rapidement à faire des fiches, si vous n'avez pas l'esprit de synthèse, vous allez avoir du mal à faire des fiches efficaces. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir envie de mettre sur vos fiches des phrases entières, de mettre beaucoup trop de choses et finalement de vous retrouver avec une version numéro bis, une version bis de votre cours. Et ça, c'est pas ce que vous voulez parce que du coup, ça va perdre tout en puissance. Le gros intérêt d'utiliser ces fiches de révision va être complètement diminué par ça. Le deuxième inconvénient, évidemment, faire une fiche, ça prend du temps. Malgré tout, ce temps-là, je le considère comme très important parce que c'est ce qui va faire que vous allez mémoriser quelque chose. Gardez bien en tête que quelque chose que vous cherchez à apprendre, c'est pas instantané. Il va vous falloir du temps. Et c'est pas parce que vous l'avez stocké dans la mémoire que vous le comprenez, que vous savez l'expliquer. En numéro 8, vous avez une variante des fiches de révision qui est la méthode Cornell. La méthode Cornell, c'est tout simplement faire des fiches, mais selon une certaine façon. Dans la méthode Cornell, vous faites vos fiches de révision selon une certaine méthode. Sur la partie gauche de votre fiche se trouve une marge et vous écrivez exclusivement sur la partie droite. Sur la partie droite, vous mettez une version synthétique de ce que vous avez à apprendre et sur la partie gauche, vous mettez des questions. Des questions qui viennent naturellement en rapport avec ce que vous écrivez sur la marge de droite. Ce qui va se passer, c'est que ces questions, c'est probablement ce sur quoi vous allez être interrogé le jour J si vous avez un examen, où c'est vraiment les informations clés. Le fait de les mettre en question, ça vous fait en fait un mini quiz, ce qui rend les choses beaucoup plus agréables à réviser et beaucoup plus efficaces surtout. Vous savez directement quoi réviser. Les questions que vous mettez sur la marge de gauche, c'est quoi? C'est tout simplement les QQO, QCP. Qui, quand, où, comment, pourquoi, combien. Donc c'est les informations vraiment clés
Donc en vous interrogeant avec ces questions, ça vous garantit que vous allez apprendre les bonnes informations et que vous n'allez pas perdre de temps sur les informations futiles. Quant aux inconvénients de la méthode Cornell, en fait, il y en a deux principaux. Le premier, c'est que ça prend beaucoup de temps à faire et que si vous n'avez pas l'habitude, c'est un peu une façon qui n'est pas du tout traditionnelle de prendre les notes. Donc vous avez un petit temps d'adaptation et ce petit temps d'adaptation, il peut vous être un petit peu rébarbatif, un petit peu contraignant. Vous pouvez avoir envie d'abandonner parce que vous doutez de l'efficacité alors qu'en fait c'est beaucoup plus efficace qu'une fiche traditionnelle classique. C'est pour ça qu'elle est supérieure, elle est plus haute dans le classement. La deuxième chose, c'est que ça prend de la place également. Un gros chapitre, si vous avez des informations qui sont particulièrement denses, et ça va vous demander plusieurs fiches. Et ça, du coup, vous pouvez vite vous retrouver avec des montagnes de papier, avec des montagnes de fiches, avec plein de questions, etc. Elle prend beaucoup trop de temps si c'est des cours qui sont assez faciles, des informations qui sont assez basiques. Ça prend trop de temps par rapport à ce que ça vous fait vraiment gagner. Donc privilégiez une autre stratégie pour les cours vraiment faciles. En revanche, pour les cours difficiles, vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris, utilisez la méthode Cornell. En numéro 7, une stratégie qui est très peu utilisée, mais par contre qui est extrêmement puissante, George Washington l'a utilisée pour devenir un écrivain de talent, c'est la méthode de la réécriture. Alors en fait, l'idée de la réécriture, c'est que vous allez prendre vos informations que vous souhaitez mémoriser à long terme et vous allez les réécrire avec vos mots. Alors, il ne s'agit pas, attention, ce n'est pas pier le texte, c'est le réécrire pour le retraduire dans vos mots. C'est légèrement différent. Pourquoi c'est efficace? Parce que déjà, le réécrire, ça fait travailler votre mémoire kinesthésique. Donc c'est important que vous le fassiez à la main et non pas au clavier. En écrivant à la main, vous faites travailler beaucoup mieux votre mémoire kinesthésique et votre mémoire kinesthésique est beaucoup plus puissante que votre mémoire de travail et répétition jusqu'à ce que ça rentre. Vous pouvez apprendre beaucoup plus d'informations en réécrivant qu'en simplement en répétant. Lorsque vous réécrivez votre cours, vos informations, faites en sorte de les synthétiser un petit peu, comme si vous en faisiez un petit résumé en fait. C'est quelque chose qui était assez répandu à mon époque quand j'étais au collège, quand j'étais en primaire, quand j'étais au début du lycée, et puis qui s'est perdu au fil des années en fait. Plus personne fait des résumés maintenant, mais pourtant c'est bien un peu de ça qu'il s'agit. L'idée de retraduire avec vos propres mots, c'est que vous n'allez pas faire qu'une seule réécriture, vous allez faire, si vous voulez vraiment le garder à long terme, vous allez faire une deuxième puis une troisième réécriture. Alors, l'avantage de ça, c'est que vous avez une mémorisation vraiment très très bonne des informations. Vous pouvez ensuite les réexpliquer de façon très fluide parce que quand vous avez réécrit un texte une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment vous en connaissez un petit peu toutes les issues possibles. Alors le gros inconvénient, et c'est ce qui fait qu'elle est très rare, c'est qu'il y a très peu de gens qui vont prendre le temps de réécrire quelque chose parce que c'est hyper intimidant et puis c'est hyper difficile et hyper long surtout. Donc en fait, ça c'est adapté pour quand vous avez un cursus sur une grosse matière qui se décompose en plusieurs sous-matières. En revanche, si vous avez plusieurs domaines qui sont différents, là je vous déconseille de faire de la réécriture parce que du coup ça va rendre votre tâche beaucoup trop longue. En fait, vous n'aurez jamais le temps de tout faire. Malgré tout, si un jour vous en avez l'occasion, je vous recommande vraiment de faire de la réécriture. Même si vous voulez devenir un meilleur auteur, faire de meilleurs écrits, de meilleures dissertations, entraînez-vous à réécrire des textes que vous aimez bien. Encore une fois, c'est ce que George Washington faisait et c'est particulièrement efficace. Numéro 6, l'apprentissage par duo. L'apprentissage par duo ou même groupe de travail. Dans l'apprentissage en duo ou en groupe de formation, vous n'êtes pas tout seul à apprendre quelque chose, mais vous êtes plusieurs cerveaux à réfléchir autour du même sujet. Donc ça, c'est particulièrement adapté si vous êtes étudiant, particulièrement adapté si vous êtes plusieurs à apprendre la même chose au même moment. Également, le gros avantage, c'est que quand vous ne comprenez pas quelque chose, quelqu'un d'autre peut vous l'expliquer. Et en fait, vous basez votre stratégie d'apprentissage sur le fait de vous apprenez de votre côté, et après vous essayez d'enseigner à l'autre, et l'autre vous pose des questions. Après, c'est vice-versa, c'est-à-dire vous échangez les rôles. Donc c'est pour ça que ça marche, pour moi, ça marche bien mieux en duo qu'en trio ou même plus, voire plus de groupes de travail. Pourquoi je préconise également en duo et pas plus? Parce qu'il est très difficile de trouver 3 personnes ou plus dans le même état d'esprit. Souvent, quand vous passez d'un duo à un groupe de travail, donc plus de 2, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui est connecté au même moment, il n'y a pas tout le monde qui a envie de bosser au même moment. Donc le gros avantage, c'est que vous mettez vraiment en pratique ce que Einstein disait, si vous ne pouvez pas expliquer à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. Là, en fait, avec l'apprentissage par duo, vous garantissez que vous avez appris les bonnes informations, puisque l'autre personne est là pour vous interroger sur des choses que vous ne pensiez peut-être pas. Quand vous avez la tête dans le guidon, vous êtes tout seul, vous avez l'illusion d'apprentissage, j'ai fait une vidéo là-dessus récemment,
Mais quand vous avez une autre personne, ben là, vous avez la garantie que vous avez bien appris les bonnes choses en fait. L'inconvénient, vous l'aurez deviné, c'est pas quelque chose qui est naturel. Donc travailler avec quelqu'un d'autre, ça demande que 2 personnes soient dans le même état d'esprit. Et donc c'est 2 fois plus rare à trouver qu'une personne tout seul qui cherche à se motiver. En numéro 5, les associations mentales. Alors ça, si vous connaissez un petit peu Booster votre mémoire, si vous connaissez un peu Potion de vie, que vous le suivez depuis le début, c'est quelque chose dans lequel je me suis spécialisé, les techniques de mémorisation. Là, on rentre vraiment dans les techniques de mémorisation pure. Les associations mentales, c'est vous prenez une notion et à quoi ce mot vous fait penser, et ben, vous utilisez votre imagination pour y coller une image, à quoi ça vous fait penser, et vous reliez les deux. Vous pouvez absolument tout transformer en images, que ce soit des notions, des articles de droit, des termes de médecine, vous pouvez... des formules de maths, vous pouvez des définitions, des concepts, des mots de vocabulaire étrangers. Tout peut vraiment se mettre en association mentale et à force de faire des associations mentales, bah, vous vous rendrez compte que les choses rentrent assez naturellement. Moi, je la recommande particulièrement pour deux utilisations. La première, c'est si vous avez beaucoup de définitions à retenir, et bah, transformer une définition en petite histoire mentale. Donc les associations mentales, c'est ça. C'est chaque mot, vous formez une histoire avec vos mots-clés en fait. Et pour les mots de vocabulaire étranger, vous voulez vraiment booster votre apprentissage d'une langue étrangère, bah vous utilisez les associations mentales pour mémoriser les mots de vocabulaire. L'exemple que j'utilise souvent, c'est par exemple le mot chair. En anglais, ça se dit flèche. Bah, quand vous faites tourner flèche en boucle dans votre tête, ça peut vous faire penser à une flèche qu'on tire avec un arc. Ça, c'est une association mentale qui est basique, mais qui marche particulièrement bien. Après, ça peut être des choses beaucoup plus tordues. Donc, par exemple, la capitale de l'Islande, c'est Reykjavik. Reykjavik, moi ça me fait penser à Shrek. J'imagine Shrek en train de danser sur un volcan islandais. Et là j'ai tout de suite mon association pour la capitale de l'Islande. Ah ouais, c'est le volcan c'est quoi? C'est Shrek qui danse au-dessus. Donc voilà, ça c'est Reykjavik. Voilà, il y a juste une syllabe en commun, mais c'est une association mentale qui est également très forte. L'avantage c'est que vous pouvez vraiment mémoriser facilement comme ça. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, pas beaucoup de temps et c'est très efficace, beaucoup plus efficace que si vous réécriviez une liste comme ça à point ou que vous cherchiez ou que l'apprentissage par cœur, vous cherchez à répéter ce que ça rentre. C'est également très recommandé si vous avez des courtes séquences d'informations. Par exemple, j'ai des étudiants en médecine qui ont le cycle de Krebs, qui ne se souviennent plus de l'ordre des 9 phases. Chacune des 9 phases, vous l'associez à une image et vous formez une histoire avec ces 9 images. D'ailleurs, le squelette humain, je l'ai mémorisé exclusivement par les associations mentales. Donc pour les étudiants de médecine, c'est quand même très intéressant. L'inconvénient, c'est que y a des gens pour qui ils vont avoir du mal à mettre cette technique en approche parce qu'ils ne vont pas avoir l'habitude d'apprendre comme ça et que du coup, ils ne vont pas voir le lien entre Reykjavik et Shrek. Et ils vont dire, ouais, ok, il y a une syllabe, mais ça ne va pas suffire, quoi. Moi, il faut qu'il y ait un lien absolument entre les choses. Donc si vous manquez cruellement d'imagination, ça va vous mettre du temps à mettre en place. Et souvent, les gens qui viennent me voir, ils ont 15 jours devant eux pour mémoriser plein de trucs. Et du coup, mettre en place des techniques d'association, ça peut se révéler difficile. Donc si vous avez vraiment besoin d'un lien évident entre les choses, d'un lien logique, vous pouvez avoir du mal à mettre en place ces associations mentales. Numéro 4, le Dominique System, le grand système. Je le décris particulièrement dans mon livre Booster votre mémoire qui vous apprend à faire quelque chose de vraiment ouf. Et ce truc vraiment ouf, c'est le Dominique System. C'est-à-dire que vous pouvez retenir des chiffres à l'infini, vous pouvez retenir tout un tas de dates, tout un tas d'histoires. L'idée, c'est que chaque chiffre entre 0 et 100, ça vous fait penser à un personnage ou une action du personnage ou un objet du personnage. Par exemple, si en 13 vous avez D'Artagnan, pour X raisons, je vous apprends à le faire ça dans le livre, mais si par exemple le 13 pour vous c'est évident, c'est D'Artagnan, son action ça va être de faire de l'escrime et son objet ça va être le fleuret. À chaque fois que vous allez voir le mot 13 quelque part, vous allez tout simplement vous référer à cette image et comme pour les associations mentales, en associant cette image à ce que vous voulez retenir, aux chiffres par exemple, vous allez avoir un système de mémorisation vraiment très puissant. Donc j'avais mémorisé les 1000 premières décimales de pi avec cette technique, très très puissant. C'est vraiment, quand j'enseigne les techniques de mémorisation en formation ou en coaching, les gens sont vraiment stupéfaits par tout ce qu'ils peuvent mémoriser. Ça repousse vraiment les limites de votre mémorisation encore beaucoup plus loin et ça vous permet d'apprendre des chiffres très rapidement. Alors, dans quel cas l'utiliser ? Si vous avez des listes immenses de choses, c'est également un énorme boost pour votre confiance parce qu'une fois que vous maîtrisez le système, il n'y a plus rien qui vous fait peur techniquement. Vous savez absolument tout mémoriser. Vous pouvez mémoriser des listes infinies comme ça. 2 inconvénients, et non des moindres par contre, parce que si c'est l'une des techniques les plus puissantes, c'est également celle qui a les 2 plus gros inconvénients. Le premier, c'est que ça prend du temps à mettre en place. C'est-à-dire que créer votre système, c'est du boulot dans le boulot. Donc si vous avez qu'une semaine devant vous, 15 jours, oubliez tout de suite.
vous n'allez pas utiliser cette méthode avec succès parce que maîtriser votre système, le fait que chaque chiffre, ça vous rappelle instinctivement un personnage, ça va vous prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment cette partie-là alors qu'en fait, ça prend du temps. Déjà, pour créer le système, ça prend minimum 3 jours et après, pour le maîtriser, ça prend un bon mois. Donc, et le deuxième inconvénient, c'est que vous n'utilisez ça que pour les listes ou pour les informations chiffrées. Donc pour les dates, c'est très bien, pour tout ce qui est cours historique, pour les articles de droit également qui ont beaucoup de chiffres, mais pour tout le reste, beaucoup d'autres méthodes vous donneront de meilleurs résultats. En numéro 3, vous avez les très populaires mind maps, les cartes mentales, les cartes heuristiques qui vous permettent de spatialiser un peu l'information de façon très jolie, de façon très belle et de façon très synthétique, où en fait vous avez une vision aérienne de votre cours. Et ça, c'est le gros avantage numéro 1 en fait, c'est que vous faites ainsi des sortes de fiches de révision, mais qui sont beaucoup plus agréables à lire que des fiches traditionnelles classiques ou des fiches Cornell. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, les mind maps sont vraiment un très bel outil, également très populaire, très plaisant à enseigner, très plaisant à apprendre, c'est rapide à apprendre. C'est un outil également qui vous permet de réorganiser les idées. C'est particulièrement recommandé si vous avez des cours qui sont difficiles à structurer, vous ne voyez pas bien la structure et vous voulez réorganiser le tout pour pouvoir avoir une bonne vision et pour pouvoir ne pas perdre de temps à répéter toujours les mêmes informations. Quand vous avez des cours qui se répètent beaucoup, organisez-les en mind map et vous y verrez déjà beaucoup plus clair. Alors quels sont les inconvénients des mind maps? Le premier, c'est qu'une mind map, ça prend beaucoup de temps à faire. Parce que dans un premier temps, si vous voulez faire les choses bien, vous allez faire un brouillon de mind map. C'est-à-dire que vous allez commencer à faire une mind map comme ça, au jugé un petit peu. Elle va se retrouver complètement déséquilibrée. Vous allez en refaire une au propre, etc. Ça prend du temps. Si vous avez plein de cours à apprendre en peu de temps, vous allez manquer de ce temps. Vous n'allez pas avoir le temps de le faire. Ensuite, pour les cours où les informations qui sont très denses, où il y a beaucoup de détails, vous allez vite vous rendre compte qu'une mind map, c'est pas assez. Donc il va vous falloir en faire plusieurs. Des mind map mères, des mind map filles. Vous allez relier les deux. Parce que si vous voulez faire une mind map complète, elle va être illisible et du coup vous n'allez pas avoir envie, elle va perdre toute sa puissance. Donc vous allez devoir faire plusieurs petites mind maps pour peut-être un cours. Donc ça va multiplier le temps nécessaire. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande d'essayer, ne serait-ce que sur un sujet de votre choix. Voilà, vous pouvez faire des mind maps sur n'importe quel sujet, ça vous entraîne également à avoir l'esprit de synthèse. Et l'esprit de synthèse, c'est quelque chose qui est méga important. En numéro 2, la star ultime des techniques que j'enseigne, c'est le palais de mémoire, le palais mental. Le principe du palais mental, c'est que vous stockez dans des lieux que vous connaissez des informations que vous voulez mémoriser. Au moyen d'association mentale, au moyen de répétition, au moyen de transformer les choses en images, en fait, et vous stockez ces images sur des lieux que vous connaissez et qui sont déjà inscrits dans votre mémoire à long terme. Ainsi, vous pouvez mémoriser vraiment une quantité hallucinante d'informations. Et là aussi, ça repousse les limites de votre mémoire bien plus loin que vous l'auriez imaginé. En fait, vous pouvez vraiment bluffer les gens et vous bluffer vous-même et avoir un gros boost de confiance en utilisant le palais de mémoire. Quand vous découvrez cette technique, vous avez envie de l'appliquer à tout. J'ai eu l'envie de l'appliquer à tout quand je l'ai découverte. Le palais mental est également facile à mettre en place, c'est facile de trouver les lieux. Vous prenez par exemple les lieux qui sont autour de chez vous avec vos meubles et tout, vous pouvez stocker des images très facilement. C'est très bien inscrit dans votre mémoire à long terme. C'est un peu comme un raccourci entre votre mémoire de travail et votre mémoire à long terme, ça stocke direct les informations dedans. Vous aurez quand même à les répéter, mais c'est une façon très rapide d'apprendre en fait. Si vous avez des oraux à passer, c'est extrême de préparer ça à l'avance, c'est extrême. L'entretien d'embauche également, vous mémorisez les points clés dans un palais mental et puis le moment clé vous les ressortez. Ça a un effet toujours énorme et puis ça envoie un message très fort que vous avez confiance en votre mémoire parce que vous n'avez pas de trou noir avec le palais mental. À moins que vous répétiez jamais, vous n'avez jamais de trou noir. Vous ne pouvez pas oublier où vous habitez, que votre liste se situe au milieu de votre chambre et qu'à gauche il y a votre table de chevet, etc. Après, gros inconvénient du palais mental, c'est que les gens, ils veulent l'utiliser pour tout. Pour toutes les informations, ils veulent utiliser un palais mental. Donc vous voyez vite le problème, c'est que c'est très difficile de faire coexister deux fois les mêmes informations, enfin deux informations dans les mêmes lieux. Donc ce qui fait que vous allez constamment devoir chercher de nouveaux lieux. Au début c'est évident, vous prenez ce qu'il y a autour de chez vous et vous mettez des cours dedans. Mais quand vous avez plein d'informations qui arrivent en plus, il vous faut des moyens d'agrandir vos lieux ou de poser plus de petites images dans moins de lieux possibles. Et c'est là que les débutants souvent ne sont pas préparés, se laissent complètement déborder et se retrouvent à se dire mais une fois que j'ai utilisé tous mes lieux, je fais quoi ? Ils ont du mal à trouver d'autres lieux. L'autre problème, c'est que ça demande du temps également. Il faut créer des images. Les images, il faut les stocker dans des lieux. Il faut répéter les lieux. Puis ensuite, il faut répéter les images dans les lieux. Il faut le faire de façon assez régulière. Peu de gens qui ont la volonté, la discipline de faire ça longtemps. Il n'en reste que c'est la technique de mémorisation la plus puissante que je décris également dans Booster votre mémoire.
Et enfin, numéro 1, la meilleure stratégie d'apprentissage, c'est pas vraiment une stratégie, mais c'est plutôt une philosophie de vie. C'est quelque chose qu'il faut que vous intégrez bien au quotidien si vous voulez mémoriser quoi que ce soit à long terme. C'est les répétitions espacées, basées sur la courbe de l'oubli. Pour mémoriser une information, vous allez devoir la répéter, c'est une évidence. Mais, contrairement à l'apprentissage par cœur, qui vous fait que répéter, là, vous allez répéter à des moments clés. Vous n'allez pas répéter 10 fois le premier jour, 10 fois le deuxième jour, puis après vous ne répétez plus rien. Vous allez répéter une fois le jour même, une fois le lendemain, une fois le surlendemain, et après vous allez commencer à espacer, d'où le nom, répétition espacée. Ce que vous répétez, c'est pas tout le cours, mais c'est bien les points clés. C'est pour ça que c'est plus une technique d'appoint qu'une stratégie à part entière, parce que vous allez l'utiliser en combinaison. Vous allez faire des répétitions espacées sur vos palais mentaux. Vous allez faire des répétitions espacées sur vos cartes mentales, sur vos fiches de mémorisation, sur vos fiches Cornell, sur vos associations imagées, sur tout en fait. Mais c'est vraiment la philosophie numéro 1. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser n'importe quelle autre méthode d'apprentissage si vous ne faites pas de répétition espacée à un moment. Ce qui va se passer, c'est que vous allez finir par oublier. Même le palais mental, si vous ne répétez pas vos informations, vous allez oublier. C'est pour ça que cette technique, cette stratégie, qui n'en est pas véritablement une, mais qui est plutôt une philosophie, elle est en numéro 1. Parce que vous pouvez très bien imaginer apprendre quelque chose en ne faisant que des répétitions espacées. Pour des définitions, ce qu'on appelle les flashcards, c'est-à-dire un recto, vous avez une information et à quoi ça correspond, la traduction se trouve de l'autre côté de la flashcard, et bien ça c'est une façon très efficace de mémoriser. D'ailleurs il existe des logiciels que vous connaissez probablement, Anki en est un. Anki ça vous permet, il vous interroge selon le rythme de la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus, j'avais fait une vidéo également sur le sujet. Si Anki voit que vous galérez à apprendre une certaine notion, et ben il vous réinterrogera de façon plus rapprochée. S'il voit que vous connaissez une notion et que vous répondez à chaque fois juste, et ben il va espacer beaucoup plus longuement les temps d'attente. Donc pour moi, c'est quelque chose, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur les répétitions espacées, alors que les autres méthodes, vous pouvez vous en passer. Mais les répétitions espacées, c'est trop à intégrer dans notre stratégie d'apprentissage. Voilà, c'était Jean-Yves, j'espère que cette petite balade dans les bois vous aura plu. J'espère que ces 10 panoramas un peu des stratégies d'apprentissage vous aura été utile. Si vous avez des questions, si vous avez envie que je fasse un top 10 sur quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner parce que dans pas longtemps, je vais faire des annonces sur la chaîne et qui vont se... J'aimerais pas que vous les loupiez en fait. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Je suis pas contre-jour là. Voilà, là je suis bien mais je suis un petit peu trop près. Pourquoi je regarde pas la caméra? En fait, l'idée des... C'est quoi ce geste? Oula!